sur le dépistage donc, du cancer du sein. On a choisi de parler du dépistage du cancer du sein parce que dans nos pays, du Maghreb et surtout la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, on est 10 ans après d'avoir commencé à réfléchir sur quelle stratégie nationale doit-on mettre en place pour faire le dépistage du cancer du sein, et du cancer du col aussi, mais aujourd'hui on va parler du cancer du sein. On n'en a pas encore une stratégie réellement nationale. Doit-on utiliser la mammographie? Maintenant, on parle de la palpation. Donc, quel test utiliser pour nos pays? Surtout qu'on sait qu'actuellement, aussi, 20 ans après avoir lancé son programme de dépistage du cancer du sein, de dépistage de masse organisé en France, on se repose des questions sur la nécessité de continuer ce dépistage de masse organisé comme on l'a fait, vu l'importance des faux positifs, des explorations très très importantes et invasives dont sont soumises ces femmes dépistées. Donc c'est pour cette raison que nous avons invité avec nous professeur Dajla Abessi Bekir, professeur en radiologie à la faculté de médecine de Sousse et au service de radiologie de l'hôpital Farhat Hachem, ici à Sousse, qui va nous parler justement de ce qu'on a fait ici en Tunisie, du dépistage mammographique en Tunisie et des expériences qui ont été faites. Nous avons aussi invité Madame Firdaus Halweni, qui est sage-femme de supervision à la direction régionale de santé de Nabeul et qui ont tenté de faire une expérience de dépistage selon une approche basée sur les droits humains. Et elle va nous parler de leur expérience. Mais aussi on a invité Jean-Claude Salomon, que vous connaissez maintenant très bien, et qui va nous parler de ce qu'il pense, lui, du dépistage du cancer du sein et de l'utilisation de la mammographie. Est-elle excessive actuellement et puis on va l'entendre sur ce qu'il pense du dépistage de masse organisée du cancer du sein. Donc sans plus tarder, je vais donner la parole à professeur Bekir pour sa présentation. Mammographie du cancer du sein. Et là, je ne vais pas être très long. Simplement pour vous dire que, vous le savez tous, en Tunisie, le cancer du sein est un problème de santé publique, puisqu'il concerne à peu près entre 20 et 25% des femmes, des cancers féminins. Et cette incidence est en augmentation, puisqu'on prévoit que les 30 femmes atteintes de 100 000 femmes. Et malheureusement, en Tunisie, je ne connais pas la situation au Maghreb, mais je pense que la même chose doit être en Maroc, en Algérie et en Mauritanie, que cette taille tumorale, malgré la création de l'Institut national de grande lutte contre le cancer Salhazaïs, la taille tumorale reste encore au-delà de 4 cm, avec une stabilité depuis 30 ans, ce qui est grave, avec 50% d'extension régionale, autorégionale au moment du diagnostic et au moment du diagnostic, 16% après de métastases à distance. Alors que la taille dans l'Union européenne est à peu près maintenant de 2 cm au moment du diagnostic. Ceci engendre une mortalité et une morbidité élevée, avec un coût de santé bien sûr élevé. Cependant, comme vous le savez tous, le sein est un organe plus accessible à l'examen clinique et normalement, on devrait pouvoir réduire cette taille tumorale. Pourquoi je parle du dépistage mammographique? Parce que du fait de cette superficie, ce siège superficiel du sein, il se prête bien au dépistage aussi par mammographie, et le sein est une glande annexe qui peut être comprise dans un test de prévention secondaire. Pourquoi? Parce que le temps de latence du développement de la tumeur est très très long. Puisque pour atteindre une taille de 1 cm, taille palpable, le cancer met à peu près, la cellule tumorale met à peu près 10 ans. Donc nous avons le temps pour intervenir à ce moment-là. Et donc là, vous voyez que c'est là où intervient le test mammographique. Quelle que soit la faisabilité, que ce soit par 2 incidences, une incidence, ce n'est pas le problème, mais on peut, et surtout, la mammographie va permettre de mettre en évidence le principal indicateur, si vous voulez, ce sont les microcalcifications qui ne peuvent pas être visibles par d'autres études, ni par l'échographie, ni par l'IRM. Et vous voyez qu'à partir de la taille d'1 cm, la masse sera palpable. Il y a une petite réflexion, c'est que, je ne sais pas moi, ça fait quand même plus de 19 ans que je fais de la mammographie, le volume mammaire, des fois, ne se prête pas
à cette palpation. Vraiment, on peut louper de tout petits cancers. Pourquoi on dépiste ce cancer du sein par la mammographie? Parce que là, on va réduire cette mortalité. On va essayer d'avoir moins de mortalité par cancer. Le traitement, quand on va diagnostiquer une tumeur très très petite, entre 3 mm et 1 cm, donc le traitement sera moins lourd et moins mutilant, et surtout moins coûteux et plus efficace, puisqu'on va pouvoir réduire cette mortalité par cancer. De même, le test mammographique répond bien au principe de base de l'OMS pour le dépistage, c'est un test qui obéit aux règles absolues, il est inoffensif, il est accepté par la population. On peut le répéter, puisque là, il faut faire quand même des vagues et des contrôles continus, surtout quand le test est négatif. Il a un rendement satisfaisant. En plus, il est beaucoup plus si le dépistage de masse a été bien monté. Et vous voyez que le test mammographique répond aux critères de base de l'OMS, puisqu'il a une bonne sensibilité, puisque quand le dépistage est de qualité, cette sensibilité est entre 70 et 90%. Et que, de même, la spécificité, c'est-à-dire peu de faux positifs, elle est quand le test est de qualité, en particulier dans les pays nord-américains et les pays nordiques, comprise entre 95 et 99%. Le test mammographique répond, et simplement il y a un problème de faisabilité. Il est difficile actuellement, il y a une stratégie avant et après le test qu'il faut pouvoir gérer. Je crois que nous sommes actuellement incapables de monter ce genre de programme de masse pour dépister le cancer du sein. Et ce n'est pas à cause de volonté. Je vais vous parler brièvement des expériences tunisiennes qui ont été menées, de dépistage organisé, pas de masse, mais quelque part catégoriel. La première expérience, elle a fait l'objet d'une publication dans le journal de gynécologie, obstétrique et biologie de la reproduction. L'article est tout récent. Et donc c'était un essai pilote qui a intéressé 5 villes du sud tunisien. La population cible était les femmes de plus de 45 ans, dont quand ils ont monté ce programme, ils pensaient atteindre 34 000 femmes, en fait, avec une couverture de principe de 62%. Vous voyez le résultat, là je vous montre les résultats de ce test qui a été appliqué dans la région du Sud. Vous voyez qu'il y a un très faible taux de participation. Vous n'avez qu'à regarder les références européennes qui, normalement, doivent être au-delà de 75%. Lors de cette période, parce que ça s'est étalé de février 2004 jusqu'à juin 2010, il y avait à peu près 40 cancers qui ont été dépistés, avec très peu de cancers in situ, puisque là, le taux d'incidence est de 15%, alors que normalement, pour les références européennes, doit être au-delà de 15%, avec des taux, vous voyez que les cancers qui ont été diagnostiqués étaient un plus, déjà avec l'Institut ganglionnaire. Je vous parle maintenant de l'expérience pilote de l'Ariana qui a été menée avec l'Office national du planning familial entre 2003 et 2008. Cette expérience a réalisé à peu près 9000 mammographies au premier tour, puisque là, en fait, maintenant, il y a un contrôle du deuxième tour, avec là aussi un faible taux de participation. Et moi, la chose qui m'interpelle, c'est ce taux de rappel examen complémentaire. Pourquoi ça va accroître le nombre de ACR3, parce que là, nous sommes quand on pratique le dépistage pour les radiologues, c'est qu'on est obligé de maintenir aux recommandations de l'ACR, c'est-à-dire de l'American College of Radiology. Et là, donc, là, ce sont des mammographies qui vont être ACR3. Et là, quand on dit ACR3, donc, il faut savoir les gérer. Il faut avoir une structure qui va pouvoir gérer ces ACR3. Et là aussi, vous voyez que c'est à peu près équivalent à l'expérience de SCAPS, 50 cas de cancer quand il est dépisté. Les points positifs des deux expériences tunisiennes, c'est tout d'abord, c'est qu'il est possible, mais simplement ça doit obéir à une rigueur, il y a un contrôle de qualité à tous les niveaux, avant et après le test. Et que là aussi, l'intérêt, c'est que ça permet, et là ça fait sa preuve dans les pays européens et dans les pays américains, c'est que ça permet de baisser la taille tumorale, puisque le principal facteur pronostic est la taille tumorale au moment du diagnostic en ce qui concerne le cancer du sang, malheureusement. Et que là aussi, ça nécessite, de la part de tout le monde, de tous les intervenants, les cliniciens, les psychologues, les immunologistes, un apprentissage de la pratique du dépistage. Ce n'est pas n'importe qui, même pour les radiologues, il faut être compétent en dépistage. Il n'est pas du tout la même chose que pour la lecture diagnostique, pour la mammographie. L'insuffisance, là, comme je viens de le dire, c'est le taux élevé d'ACR3, ce sont des lésions d'ACR3
une lésion qui a été classée indéterminée, donc, et qui nécessite un contrôle quelque part à 6 mois, à 1 an, à 18 mois ou 2 ans. Et après 2 ans, on peut la classer, mais simplement, quand on fait certes, voilà, ça nécessitera une imagerie complémentaire, soit l'échographie, soit l'IRM, soit des fois, quand il y a une anxiété assez élevée, ça permet donc d'aller directement à la microbiopsie si la lésion a une traduction échographique, alors que normalement, ça devrait être inférieur à 13%. De même, du fait de cette anxiété, du fait de ce manque d'apprentissage, il y avait pas mal de lésions dans les 2 expériences tunisiennes, de lésions bénignes opérées, alors qu'on aurait pu éviter, mais là, on ne peut dire bénin au terme d'un bilan radiologique qu'après avoir engagé des explorations complémentaires. Et le coût a été estimé élevé, parce que là, il y avait au démarrage beaucoup de personnel, du terrain. Je peux dire que là, il est possible en Tunisie de monter des dépistages, peut-être pas de masse, c'est possible, mais il faut que la couverture soit un peu plus élevée que les 15%, aussi bien présentés par l'expérience de l'Ariana que l'expérience du Sfax. Et là, je vous montre là, dans la publication, l'expérience de Sfax, c'était quand même, le coût unitaire du test était quand même de 26 200 dinars, ce qui était quand même élevé. Et pour les 2 expériences tunisiennes, ce qui a un tout petit peu diminué la performance de cette expérience, c'est que ça s'est adressé à des femmes de moins de 40 ans, et on sait que de moins de 50 ans, à cet âge-là, les seins sont denses, et donc le coefficient de lecture des mammographies peut être gêné par cette densité mammaire. Les perspectives, c'est qu'on pourrait étendre la couverture de dépistage mammographique au secteur de l'pratique, puisqu'il y a quand même un parc de médecins radiologues privés qui est assez important, mais cette couverture doit obéir à un cahier de charge strict. Il doit être, par exemple, je ne vais pas pris en charge par la main, éventuellement. Mais ceci, malheureusement, ce dépistage mammographique ne peut pas se substituer au plan national, puisqu'actuellement, on prend les examens cliniques, on peut en parler un petit peu pour engager la discussion. Et que le dépistage mammographique a été réservé uniquement aux femmes à risque. Et là, je me pose la question, comment on peut trier les femmes à risque? Et je pense que peut-être pas le dépistage de masse organisé, mais un dépistage soit individuel, soit catégoriel. Et je pense que l'expérience de l'Ariana et du Sfax vont nous aider peut-être à défendre ce dépistage mammographique. Comme je viens d'annoncer, le plan de cancer en Tunisie, donc, il est basé essentiellement sur le dépistage précoce. Ce dépistage précoce a été basé sur l'examen clinique et la mammographie, et là j'insiste beaucoup, c'est comment allons-nous savoir qui sont les femmes à risque. Et que la population cible pour ce dépistage par l'examen clinique a été choisie, la tranche d'âge de 30 à 69 ans. Or, 30 ans, c'est quand même l'âge des lésions bénignes, en particulier du fibroid des reins, et on va avoir apparaître aussi le kyste du sein, qui sont les lésions bénignes les plus fréquentes. Je ne sais pas quel va être donc l'apport de ce dépistage par l'examen clinique. Donc je pense que ça va accroître encore plus les examens complémentaires, en particulier, il faut là, on parle une boule dans le sein, il faut aller faire une mammographie, faire une échographie, et aller après les examens complémentaires, autres IRM, microbiopsie autres. Et là, ce qu'on va rater dans ça, c'est les 3 mm, qui sont permises par le dépistage mammographique et qui sont essentiellement une microcalcification qui ne vont pas être visibles par l'examen, on ne peut pas palper par l'examen clinique. Donc là, le plan cancer, c'est diagnostic précoce, c'est l'examen clinique. Je ne sais pas où va se situer la place du radiologue, la place du dépistage mammographique, de la mammographie de façon générale, dans ce diagnostic précoce. Je vous remercie. L'expérience tunisienne et vos questionnements sur quelle devrait être la stratégie au fait nationale de dépistage du cancer du sein et la place du radiologue dans tout ça. Je vais passer la parole à Firdaus pour justement nous dire qu'est-ce qu'ils ont fait au gouvernorat de Nabeul pour faire le dépistage donc, du cancer du sein. Merci aux organisateurs qui nous ont permis de présenter notre expérience à Nabeul. Excusez-moi de ne pas pouvoir passer des plaques. Je vais quand même parler de ça. Donc, cette opportunité va nous permettre, en tant que noyau dur
constitué et formé à Nabeul, de présenter cette expérience donc, qui a été essentiellement initiée par le FNIAP et dans le cadre des programmes de régionalisation sur les problèmes de santé publique. Donc initiée surtout dans l'approche communautaire, c'est-à-dire donc les institutions publiques concernées avec les ONG et le secteur privé. Donc cette approche communautaire qui a été basée sur la planification axée sur les résultats et l'approche des droits humains. Donc cette initiation a pris 3 ans de formation et notre choix définitif a été le cancer du sein. Donc, parce que existant dans la région du Gabon, donc le cancer du sein qui est diagnostiqué tardivement avec une taille moyenne de 4,5 cm. Donc, cette expérience nous a, c'est-à-dire nous a donné des objectifs au niveau de notre première ligne. C'est surtout de détecter le plus précocement possible au niveau de la première ligne, de changer les comportements du personnel soignant essentiellement les médecins de première ligne, de changer aussi le comportement de la femme pour qu'elle vienne d'elle-même demander à être examinée. Et en pratique, donc, le démarrage a été très vite, c'est-à-dire en 2010. Tout d'abord, on a unifié le système de recueil de données entre les deux institutions publiques, c'est-à-dire la direction régionale et la délégation régionale de la famille et de la population. Comme ça, on a eu un système de recueil de données standard. Puis, on a fait une création de 3 pôles au niveau de la première ligne, c'est-à-dire le Gabon avec le pôle de Nabeul qui comporte 5 délégations, le pôle de Grand-Vallière qui comporte 6 délégations, celui de Mazzetnik qui comporte aussi 5 délégations. Donc, et à chaque pôle, on a formé et mis un médecin, qu'on appelle un médecin coordinateur, qui a été formé dans les institutions, c'est-à-dire universitaires, responsable de recevoir des référés. Donc, le circuit, comment ça se passe? Généralement, c'est la sage-femme qui examine cliniquement la femme, puis en cas de présence de nodules, elle envoie la femme au médecin coordinateur local de son pôle. Donc le médecin réexamine et en cas d'examen positif, donc, et là, ça va être généralement un petit problème. Parce que le médecin coordinateur doit connaître quelques circuits qui lui sont propres pour envoyer cas par cas. C'est-à-dire parce qu'on n'a pas un mammographe Nabeul public et on n'a pas une unité de carcinome. Donc à chaque fois, le médecin coordinateur doit faire ses relations personnelles pour qu'il envoie l'intéressé. En pratique aussi, on a créé notre propre expérience de communication. Donc, à chaque occasion, on célèbre, c'est-à-dire les événements, c'est-à-dire les concerts, etc. Donc, on a notre propre communication auprès du public et auprès du personnel soignant. Voilà. J'ai parlé un petit peu des problèmes, c'est-à-dire ces insuffisances. Donc, et de là, on se sent incapable, c'est-à-dire de résoudre et de répondre aux besoins des femmes, malgré le plaidoyer auprès du ministère concernant. Donc, on n'a pas encore de réponse. Et on a le sentiment aussi que le fléau va nous doubler d'ici quelques années. Et cela aussi, il a un retentissement sur la marche des pôles. Les pôles, par exemple, de Gorombélion fonctionnent. Le pôle de Mazzetnik, des hauts et des bas, parfois il fonctionne, par exemple. Le seul pôle qui fonctionne, c'est celui de Nabeul.
Donc, on a quand même eu quelques statistiques. Par exemple, en 2013, donc sur 563 référés des 5 délégations qui appartiennent au pôle, donc on a dépisté 18 cas de cancer réel, soit un taux de 3,1%. Et voilà. Merci. Merci beaucoup, Klaus, de nous avoir présenté. La cancérologie, à la fois sur le plan expérimental et sur le plan clinique, à Villejuif, dans un centre du CNRS, et à l'Institut Curie, pendant des années où j'ai eu une consultation, il y avait effectivement des cancers du sein, on ne parlait pas encore de dépistage systématique. Et c'est pourtant de ça qu'on va, c'est ce thème qu'on m'a demandé de traiter aujourd'hui. Alors, je vais essayer d'être un peu schématique, mais c'est intéressant de voir que dans les pays du Maghreb, le cancer du sein est encore un problème essentiel, un problème clinique, de diagnostic suffisamment précoce pour qu'on ne laisse pas passer le moment d'intervenir et, pour une grande partie des patientes, de modifier considérablement leur pronostic d'une façon favorable par l'action thérapeutique. Je vais essayer de retracer ce qui s'est passé depuis 35 ans en matière de cancer du sein, et je vous propose d'intituler cette très brève intervention « Grandeur et décadence du dépistage systématique du cancer du sein ». Alors bien entendu, grandeur, ça veut dire qu'il y a quelque chose à dire. Décadence, on verra. Alors, j'étais inquiet, je ne voyais plus mes lunettes. Comprendre ce qui s'est passé depuis 1980, 35 ans à peu près, en matière de connaissances sur les cancers du sein et les moyens d'action, dépistage, thérapeutique, biologie du cancer, et un certain nombre de confusions. En particulier, la confusion, pas seulement pour le cancer du sein, mais en particulier pour le cancer du sein aussi, entre les cancers in situ, les précancers et les cancers évolutifs. On a affaire à des entités qui se recoupent, qui se confondent parfois, mais qui probablement n'ont pas le même destin et qui n'ont certainement pas le même pronostic pour les patientes. Alors, premier point. La mammographie s'avère sensible, plus sensible que la palpation, que l'échographie, que la thermographie, pour identifier et localiser les petites tumeurs. C'est ce que l'on découvre au début des années 1980. Et pour la thermographie, par exemple, comme méthode de dépistage, personne n'en parle plus aujourd'hui. La palpation paraît indispensable en toutes les circonstances, mais on se rend compte qu'en deçà d'un certain diamètre, elle ne permet pas, alors ça dépend évidemment du volume du sein, je ne m'attarde pas sur ce point, tout le monde sait ce que je veux. La mammographie, elle, permet d'identifier des tumeurs, et des tumeurs d'autant plus petites qu'on a affaire à une technique de plus en plus performante. Au fil du temps, entre le début de la mammographie, au début des années 80, et aujourd'hui, le diamètre que l'on peut, des tumeurs que l'on peut identifier est de plus en plus petit. Début des années 80, deuxième point, alors avance. Deuxième point, début des années 80, un travail qui est passé relativement inaperçu, bien que, à mes yeux, il ait eu une grande importance. Le nombre de publications chaque année sur les cancers du sein est tel qu'il ne faut pas être surpris que l'une d'entre elles puisse passer inaperçue.
Il s'agit d'un travail qui a été fait par des pathologistes danois qui ont fait des autopsies médico-légales pour des femmes jeunes qui étaient décédées dans des circonstances qui exigeaient une étude médico-légale, soit que ce soit à la suite d'un crime, d'un accident, quelque chose de ce genre. C'était des femmes présumées bien portantes, au moins en ce qui concerne la pathologie de la mère, d'une façon générale. C'était des femmes présumées bien portantes, entre 30 et 50 ans. Et ils ont eu, enfin, ce pathologiste a eu la curiosité qu'on peut considérer comme extrêmement saine, de mon point de vue, d'examiner méthodiquement les seins de ces femmes. Ce n'était pas ce qu'on lui demandait, on lui demandait de chercher, en relation avec la cause accidentelle criminelle, qu'est-ce qui s'était passé. Lui, de surcroît, il a examiné méthodiquement les seins de ces jeunes femmes en faisant des coupes sérieuses. Travail important, en temps investi, et il a eu la surprise de constater que la proportion des femmes qui avaient des petites lésions qui histologiquement étaient considérées comme malignes était bien supérieure à ce que auraient été les risques qu'elles aient un cancer du sein si elles avaient survécu à l'accident ou au crime pour lesquels il était amené à les examiner. Il a refait, dans le début des années 80, ce que des pathologistes ont fait dans les années 50, au moment de la guerre de Corée, avec des jeunes soldats morts du fait de la guerre de Corée, et pour lesquels ils ont eu cette curiosité très saine d'aller examiner leur prostate. Est-ce qu'on examine la prostate de jeunes gens de 25 ans qui ont eu la malchance de se faire tuer au combat? Ou dans un accident, parce qu'à la guerre, on ne meurt pas que du fait du combat, mais enfin, bref. Ces jeunes gens avaient des petites lésions tumorales malignes à un âge où le cancer de la prostate est quasiment inconnu, et dans une proportion qui était très largement excessive par rapport au risque supposé d'avoir chez eux un cancer de la prostate s'ils n'avaient pas eu la malchance de mourir à cette foutue guerre de Corée. Donc, le pathologiste danois dans les années 80 a refait la même chose pour le sein que pour la prostate, et il a constaté qu'il y avait une proportion inhabituellement élevée et surprenante de petits cancers in situ, silencieux, chez les femmes, par ailleurs présumées d'importance. Troisième point. Pendant cette période de 35 ans, 1980 jusqu'à aujourd'hui, l'histoire des cancers du sein a été l'objet d'une interférence extrêmement malencontreuse, parce que c'est la période pendant laquelle est née, et Dieu merci, est morte, cette pratique des traitements hormonaux substitutifs chez les femmes ménopausées. On a imposé à des femmes bien portantes, sous prétexte que la ménopause c'était une période de l'existence à laquelle toutes les femmes qui dépassent l'âge de cinquantaine d'années sont confrontées, normalement, on a dit non, c'est pathologique la ménopause, on va vous traiter et vous allez voir que vous allez mieux vous porter. On a fait ça pendant une vingtaine d'années, un peu plus même, jusqu'au moment où on s'est aperçu qu'au lieu de leur rendre service, d'améliorer leur santé, on l'a contribué à la détériorer, en particulier en augmentant la fréquence des cancers du sein. Ça a été la période de l'apogée des cancers du sein. C'est le moment où la courbe de fréquence, d'incidence des cancers du sein a été la plus élevée. Ça se situe à la fin des années 90, au début des années 2000. Quatrième point. Pendant cette période de 1980 à 2014, est né un concept dont on parle souvent, qui est celui de perturbateurs endocriniens. Alors les perturbateurs endocriniens, vous avez entendu parler, les bisphénols, les choses de ce genre, ce seraient des agents cancérogènes
incriminés chez l'homme et chez la femme. Nous remarquons un petit point, c'est que l'hypothèse que ces perturbateurs endocriniens soient responsables de l'accroissement de fréquence de l'épidémie de cancer du sein, dont on prétend qu'elle est très inquiétante, cette hypothèse, pour le moment, n'a pas été vraiment confirmée, c'est-à-dire que ça reste encore une hypothèse, et à ce titre, ça mérite qu'on fasse une exploration approfondie, qu'on investisse dans la recherche épidémiologique sur ce point. Mais vous remarquerez que parmi les perturbateurs endocriniens, on n'a jamais mis des traitements hormonosubstitutifs, qui ont été, eux, de véritables perturbateurs endocriniens responsables de cancer et d'une façon non supposée, d'une façon quasiment certaine. Cinquième point. La question qui était posée, qui a été posée par notre consoeur tout à l'heure, concernant le dépistage systématique, était que ce dépistage systématique aurait pour objet de faire baisser la mortalité par cancer du sein. Alors la réponse c'est, est-ce que cet objectif a été atteint ou pas? Est-ce que nous avons suffisamment de recul pour le savoir? Je vous rappelle que les premières études concernant le dépistage systématique, les deux grandes études qui ont été des études initiatrices pratiquement, ont été l'une, l'étude à New York, d'une partie de la population des femmes new-yorkaises soumises à l'examen systématique, et l'autre partie, ça a été en Suède, l'étude du comté, alors je ne me souviens plus si c'est Malmö ou Stockholm, enfin bon, une étude géographique. Les deux études convergeaient pour dire que le dépistage systématique avait entraîné une baisse de 30% de la mortalité par cancer du sein. 30%, c'est pas rien pour le cancer le plus fréquent chez les femmes. Hélas, pour les femmes, hélas, pour la bonne idée qu'était le dépistage systématique, ça ne s'est pas confirmé. Et au fil du temps, il y a eu comme des résultats qui se sont effilochés. C'est-à-dire que d'une étude à l'autre, la fréquence du dépistage restait à peu près identique, mais la mortalité réduite, ou tentait d'être réduite, elle commençait à devenir plus que douteuse. Sixième point. Pendant cette période de 1980 à aujourd'hui, on a eu une connaissance de plus en plus précise et approfondie des effets iatrogènes des thérapeutiques dans les cancers du sein, indépendamment des problèmes de dépistage. On sait aujourd'hui mieux les risques induits par la chimiothérapie, l'incidence accrue de leucémie chez les femmes qui ont été guéries d'un cancer du sein et qui avaient été l'objet d'une chimiothérapie. Cette incidence n'est pas négligeable, elle existe. Bien entendu, quand il s'agit de traiter un cancer du sein pour lequel la chimiothérapie est bien indiquée, le risque de ne pas faire la chimiothérapie est bien excessif par rapport au risque de provoquer une leucémie. Donc il faut faire la chimiothérapie quand c'est bien indiqué. De la même façon que pour les statines, pour je ne sais quoi, on peut prescrire des statines, mais pas d'une façon indiscrète. Deuxième chose, une chose plus récente, et qui était jusque-là plus mal connue, mais qui commence à l'être, c'est l'incidence des lésions induites par les traitements radiothérapiques. Cette incidence n'est pas seulement des lésions de type coronarien tardives, mais aussi des lésions relativement pas rares sur le parenchyme pulmonaire. Alors la différence entre les deux, c'est qu'on compare
les femmes qui ont été irradiées sur le sein gauche, les femmes qui ont été irradiées sur le sein droit, le cœur est plutôt à gauche. Vous le saviez peut-être. D'accord. Alors, on regarde donc s'il y a une différence. Bon, c'est intéressant. Et aujourd'hui, on sait que l'irradiation n'est pas un acte thérapeutique sans conséquences néfastes. Bien entendu, ça ne veut pas dire que quand elle est bien indiquée, il ne faut pas la faire. Je profite là, je sors pour vous dire juste un petit mot sur un travail relativement récent concernant l'irradiation des cancers du sein. Je ne suis pas radiothérapeute, mon autorité en la matière n'est pas grande, toutefois, je cherche toujours dans ce domaine quelles pourraient être les sources de progrès réels. Et une des sources de progrès réels, mais qui, là aussi, comme l'étude dont j'avais parlé il y a 5 minutes ou 10 minutes, concernant l'examen médico-légal des seins de familles importantes jeunes, une méthode d'irradiation proposée par une radiothérapeute américaine me paraît devoir être signalée pour que vous en parliez autour de vous, surtout si vous connaissez des radiothérapeutes, c'est de faire comme ce que l'on a fait pour les nourrissons. Quand on les couche, au lieu de les coucher à plat ventre, comme on a fait pendant des années, les coucher à plat dos. Eh bien, pour ce qui concerne les femmes qu'on irradie pour le cancer du sein, ce qui serait intéressant et qui l'est effectivement entre les mains de cette radiothérapeute américaine qui s'appelle Formani, c'est d'irradier les femmes à plat ventre au lieu de les irradier à plat dos. Alors ça paraît extraordinaire, comment une chose aussi simple que ça, c'est l'œuvre de Christophe Colomb. Comment est-ce qu'on peut espérer faire un progrès avec quelque chose d'aussi peu biologiste moléculaire. Hein, ce n'est pas de la biologie moléculaire très avancée, mais c'est une méthode, en mettant les femmes à plat ventre, quand on les irradie, pourvu que la table sur laquelle elles sont allongées ait été un peu aménagée en faisant un orifice, le sein, du fait de la gravité, va pendre et va être en dessous de la table, éloigné du cœur et du poumon. Donc on va éloigner la cible préférentielle, le sein qu'on veut irradier, de la cible qu'on veut éviter, le cœur et le poumon. Et en plus, la table va servir de bouclier contre les rayonnements ionisants du côté de leurs conséquences néfastes. Je ferme la parenthèse. Il me semblait que c'était une bonne occasion de parler d'un travail important et mal connu. Et il serait souhaitable que beaucoup de radiothérapeutes s'inspirent du travail de Mme Formani. 7e point. La situation du dépistage systématique des cancers du sein ne peut pas se faire indépendamment de la situation du dépistage systématique du cancer de la prostate. Ce qui est bon pour la prostate des hommes est probablement bon pour le sein des femmes. C'est-à-dire, là où on veut en faire trop, on risque de nuire plutôt que de rendre un service de santé réel. Hein? Primum non nocere, dit-on. Alors c'est valable pour les hommes et leur prostate, c'est valable pour les femmes et leur sein. 8e point. Il y a une confusion entre les effets de la baisse d'incidence des cancers du sein liés à l'arrêt des traitements hormonosubstitutifs et ce que pourrait être l'éventuelle baisse de mortalité par cancer du sein liée au dépistage systématique. Les épidémiologistes montrent qu'il ne s'agit pas du même phénomène.
Et il ne faut pas que les gens qui disent le dépistage systématique, ça marche, se servent des résultats qui ont été obtenus simplement parce qu'on avait cessé de prescrire des hormones inutiles et dangereuses. Donc, répartition des conséquences favorables et défavorables entre les mécanismes qui ont été mis en œuvre par les médecins. Dans un cas, bonne décision d'arrêter des thérapeutiques inutiles et dangereuses, et dans l'autre cas, question qui reste ouverte. 9e point, pendant cette période de 35 ans, on n'a pas beaucoup investi pour répondre à une question qui est: quelle est la signification biologique de ces micro-cancers, qu'il s'agisse des micro-cancers du sein ou de la prostate, ou éventuellement dans le 3e organe, qui est aussi un organe dans lequel il y a souvent des micro-cancers, qui est la thyroïde. Quelle est leur signification? Est-ce que ça veut dire quelque chose sur le plan biologique? Est-ce que ça veut dire quelque chose sur le plan pathologique? Et bien sur ce point, je n'ai pas de bonne réponse à vous apporter. J'ai des idées de biologiste du cancer, mais ça n'a pas d'intérêt ici parce que je n'ai pas de certitude ou de choses définitivement prouvées. Simplement, ces cancers in situ ont spontanément une évolution inexistante pour un grand nombre d'entre eux. Ils ne deviendront rien. C'est-à-dire que les femmes qui ont des cancers in situ du sein, pour une grande partie d'entre elles, ne mourront pas d'un cancer du sein, mais d'autre chose. Pour une partie d'entre elles, elles mourront parce que certains vont avoir un destin évolutif. Et ce qui est regrettable, et ça ne veut pas dire que on doit le regretter exactement, c'est qu'on ne sait pas faire la différence entre les uns et les autres. Et qu'on n'a pas de bons marqueurs de l'évolutivité de ces petits cancers, de ces micro-cancers. 10e point. C'est un point qui n'a pas à voir avec la biologie, ni même avec la pathologie, sauf s'il s'agit de pathologie sociale. Comment comprendre et expliquer l'attitude controversée des autorités institutionnelles, selon les pays, en matière de dépistage systématique? Dans certains pays, les autorités au sein des institutions s'interrogent en disant: tiens, il y a une partie des médecins et des biologistes qui s'interrogent sur la validité du processus de dépistage systématique. Les uns disent: c'est nécessaire de continuer, il faut le développer. Les autres disent: il faut arrêter de le faire parce qu'on agit mal en le maintenant. Bon, moi qui suis au sein d'une institution, un administratif, un politique, etc., je dis: je ne sais pas, mais au moins je dis: il y a une controverse, il faut étudier les éléments de cette controverse, prendre les arguments les uns après les autres et décider en fonction de ce que sont ces arguments et de ce qui peut être réfuté ou pas. Dans cette discussion qui est l'objet de notre réunion ce matin, je vous ai donné, j'avais annoncé 11 arguments. Ah oui, c'est ça, il y en a un autre qui est sur la dernière page. Je vous ai dit, ce qui me paraît intéressant, nécessaire, c'est que chaque argument soit réfuté. J'en ai donné 10, je vais en donner un 11e, qui est: si on s'adresse à des sujets bien importants, et c'est le cas de tous les dépistages systématiques, si on s'adresse à des sujets bien importants, l'obligation que l'on a n'est pas une obligation de moyens, mais une obligation de résultat. Quand vous êtes face à des sujets malades, vous ne pouvez pas garantir que vous allez les guérir, surtout s'ils ont une pathologie chronique, et si cette pathologie chronique est grave. Mais vous avez l'obligation de mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour le faire. Quand il s'agit de sujets bien importants, vous allez chercher des gens qui ne demandent rien, et vous leur dites: je vais vous faire quelque chose qui est pour votre bien. Ce n'est pas en soi condamnable, à condition qu'on s'appuie sur des résultats sur lesquels il n'y a pas de contestation.
Parce qu'autrement, ils sont fondés à vous dire « mais je ne vous demandais rien, je me portais bien, et à partir de maintenant, vous avez déclaré que j'étais malade, et éventuellement, vous allez me rendre malade en m'imposant une chimiothérapie qui peut-être n'était pas indispensable, en m'imposant une irradiation qui peut-être n'était pas indispensable, en m'imposant de subir tous les risques du traitement, risques totalement légitimes si je suis vraiment malade, les risques totalement légitimes si j'appartiens à ces catégories de faux positifs, de ce que l'on appelle les surdiagnostics, avec toutes les conséquences de surtraitement. Car il est très difficile de dire à une femme malade, je viens de vous trouver un petit cancer du sein, mais rassurez-vous, il est petit, il est gentil, laissez-le tranquille, on en reparlera dans un an quand on reviendra le voir. Il est normal de penser que, après avoir dit aux femmes, vous devez vous préoccuper de ce risque, de cette maladie qui a souvent un pronostic pas très satisfaisant, pas très rassurant. Il est évident qu'après leur avoir dit ce genre de choses, il n'est pas clair et probable qu'elles vont dire oui, c'est d'accord, je vais accepter de ne rien faire pendant un an et de revenir vous voir dans un an pour que vous me disiez on va remettre ça, etc. Donc, ce que je viens de dire pour les cancers du sein vaut pour tout autre cancer, c'est admis pour le cancer de la prostate. Ça n'est pas encore dans les mœurs de penser ainsi pour les cancers du sein, mais sortons même de la problématique des cancers, c'est vrai pour n'importe quel type de pathologie. Il faut, quand on veut imposer à une population qui n'en demande pas tant des examens systématiques, que ceci résulte de résultats et pas d'hypothèses. Pour ça, il faut être très méthodique et pendant longtemps poursuivre une attitude d'expérimentation où l'on mesure les choses avec toute la rigueur qui s'impose. Et il est normal d'inclure dans notre mode de raisonner pour ces exigences, de savoir que, les techniques vont toujours dans le sens de plus petit, plus de précision. Il est normal de savoir que les premières statistiques sont toujours des statistiques plutôt satisfaisantes et que c'est avec le temps que l'épidémiologie est plus exigeante et qu'elle montre les limites de ce que l'on met en œuvre et se méfier de ses propres convictions. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Peut-être si tu veux participer avec nous. Donc, merci beaucoup pour cet exposé qui, j'imagine, va donner envie à poser beaucoup de questions. Et donc, j'ouvre le débat. S'il y a des questions, donc... Peut-être moi, je vais commencer par vous poser une question. Parce que vous nous avez donné 11 arguments. Mais ces arguments, comment peut-on aussi les présenter? Tout d'abord aux politiques, pour qu'ils prennent leurs décisions, parce que en fait, c'est une décision politique aussi. Hein, et aussi, comment tenir compte des exigences de la population qui sont de plus en plus informées sur toutes les technologies nouvelles, sur le fait que, est-ce que dans vos arguments aussi, on ne sait pas réellement maintenant, si dépister un cancer in situ, on n'a pas encore la certitude, quelle femme devrait être prise en charge quand on découvre chez elle un cancer in situ. Et donc, il faudrait peut-être prendre en charge par excès tous ces cancers in situ, puisque ça sera certainement ce que demanderait la population si on lui donne le choix de se faire traiter quand on dépiste un cancer in situ, un cancer du sein. C'est aussi une grande responsabilité aussi des politiques de décider. Est-ce qu'il ne faut rien faire pour le moment, pour nos pays, où on est, comme vous dites, quand on va proposer à une population
un dépistage, on est dans l'obligation de résultat. On n'a pas encore dans nos pays, et comme vient de le démontrer donc nos deux collègues, on n'a pas les moyens de cette obligation de résultat. Et donc, est-ce que le politique peut dire « je ne vais rien faire », attendant quelles sont les avancées scientifiques pour prendre les bonnes décisions? C'est réellement un dilemme pour le politique qui doit aussi répondre à une exigence d'une population de plus en plus informée. Vous me demandez de répondre maintenant? Non, on va peut-être prendre d'autres questions s'il y a des questions, mais oui, c'est Ali. Moi, je veux venir sur deux points que vous avez soulevés, le point 5 et le point 8. Je commencerai par, en fait, les études en matière de dépistage des cancers du sein, l'étude notamment dans les pays nordiques, et particulièrement la Suède. C'était les premiers qui ont montré qu'il y a un impact. Le dépistage apporte un impact, sur la question de la mortalité, la femme est de 30%, comme vous l'avez dit. Ces études n'ont pas été contrôlées à date, et les taux, en fait, ont été observés, ont été liés en grande partie à la stratégie du dépistage. Parce que ça n'a jamais été fait comme il se doit, et en fait, les études suédoises, je vais élargir dans le pays nordique, étaient un exemple de mobilisation de la communauté autour du dépistage. Lorsqu'ils ont été extrapolés par ailleurs, ça n'a jamais été le cas, et c'est pour cette raison qu'il dit d'ailleurs, l'éducation n'arrive pas à mobiliser la population cible. Je pense déjà la BNP à 70, et d'ailleurs d'autres disent à 80%, on ne peut pas espérer que la détection, notamment du cancer du sein, aura un impact sur la mortalité essentiellement. Donc je voulais nuancer ça. En fait. Parce que oui, il n'y a pas eu un impact souhaité, parce qu'ailleurs, on n'a pas pu mobiliser la population. Ça, c'est un élément sur lequel j'aimerais insister. L'autre élément, en fait, il y a toujours eu une confusion dans les stratégies qui ont été menées entre le case finding et le screening, donc la recherche. Parce que les gens utilisent le terme de dépistage dans toutes les sauces. Si on n'a pas le droit, par exemple, de l'utiliser en Tunisie, parce qu'on n'a jamais fait du screening en Tunisie. Jamais, je dis bien jamais. On a fait tout simplement la recherche de cas à travers, notamment, des exemples focalisés dans quelques régions. Je crois qu'on ne peut en aucune manière aussi occulter cette partie méthodologique. Vous l'avez bien soulevé. Donc, ça, c'est un élément sur lequel, je pense, quand on parle notamment de stratégie, de politique, de décideurs, il faudra se référer aux bonnes pratiques. Et l'exemple, en fait, les exemples qui ont été menés dans le pays nordique restent des exemples de bonnes pratiques en matière de dépistage. Et nous, la confusion fondamentale, c'est entre ce que les Anglais appellent, en fait, case finding et screening. Malheureusement, le français utilise le terme dépistage, et ça cache pas mal d'amalgame au niveau de la stratégie préconisée. Reste un autre élément sur lequel, le point 8, je pense, vous avez parlé des traitements substitutifs et du dépistage, et moi je vous dis, quelque part, le traitement substitutif, dans le domaine de l'épidémiologie, il y a quelque chose de très simple que l'on enseigne. On est là pour lutter contre la prévalence des phénomènes de santé, de manière générale, et la prévalence varie comme l'incidence et l'intervention. P égale I fois D. Donc, le traitement substitutif, c'est par rapport à l'incidence de la maladie. Donc, on peut déjà l'accuser à juste titre d'ailleurs, et si jamais, en fait, on arrête, et c'est le cas actuellement, donc on va travailler, on va réduire l'incidence. Mais il restera que, quelque part, il y a des cancers du sein générés par ce phénomène et d'autres causes étiologiques. Et en aucune manière, en fait, on peut remettre en cause, à mon sens, le dépistage, parce que c'est la seule possibilité d'intervention pour les femmes qui ont déjà un cancer. Et moi, je suis, en fait, voilà, en termes simples, le dépistage me paraît indiqué. Et aujourd'hui, on n'a pas eu alternative par rapport à ça, mais un dépistage bien fait, en obéissant à un certain nombre de critères. Les 6 critères qui doivent être remplis, et il faudra y aller. Sans ça, on va avoir des résultats
qui, à peu près, on les attribue d'une manière ou d'une autre si la stratégie préconisée n'est pas bonne. Donc, si la recommandation de bonne pratique n'est pas exécutée entre parenthèses à la lettre. Monsieur, la parité est à 50-50, vous êtes à 75. Je voudrais juste vous rappeler à tous que tout ceci est que nous sommes au Maghreb, avec les taux de mortalité maternelle au plus bas à 40 et au plus haut à 600 et quelques. Si je me trompe, c'est Mohamed nous rappelle le taux mauritanien. Que nous avons une panoplie de choix politiques et stratégiques importants pour le pays. Que aujourd'hui, Madame Bakir l'a dit de manière claire, la taille moyenne du diagnostic du cancer du sein est à 4 cm et quelque chose. Et si on décidait tous de ramener cette taille moyenne à 3, toujours avec l'examen clinique et la palpation, parce qu'à 3, à 4, vous disiez, madame, que bon, à partir de 1 cm, ça se passe. Bon. Nous sommes dans un contexte, et déjà avec toute l'amitié que je te dois et toute la gratitude que nous te reconnaissons, raconte-nous un peu l'histoire de ton vécu dans le cadre du projet italien quand tu vas à Cassa. Combien il y a de radiologues? Madame nous a dit qu'il n'y a pas un mammographe à Nîmes, dans le secteur public. Combien d'années nous avons passé sans radiologue à Béja, à Jendouba, à Garça, etc. Nous sommes aussi dans un pays où les seules entités qui prennent en charge le cancer sont à Tunis, à Sfax et à Sousse. Oui, c'est bien beau de nous parler de case finding, ce que tu veux. Il est là, il est à 4 cm et on n'arrive pas à le traiter. Il aurait été utile de voir aussi ce que subissent les femmes aujourd'hui, chez lesquelles nous avons déjà diagnostiqué un cancer du sein et comment elles sont prises en charge dans tout ça. Parce que je crois que c'est Michel qui l'a dit ce matin dans notre table ronde d'intermodule, c'est criminel de parler du D sans le P. Le D, c'est le dépistage, le case finding, si vous voulez, sans assurer la prise en charge en face. Qu'est-ce qu'on pourrait encore dire dans un pays où vous me dites que dans cette histoire-là, le diagnostic du cancer, au plus bas, c'est un cas de cancer diagnostiqué par l'expérience d'Ariana, si j'ai bien compris, et aux environs de 6 000 dinars. Sfax, 6 000 dinars. 6 000 dinars pour convertir rapidement au taux actuel, c'est de l'ordre de 3 000 euros. 3 000 euros, combien peut-être, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux avec 3 000 euros? Je ne compte pas les mammographes, je ne compte pas toute l'inefficience que nous avons. Déjà, tu le sais, je crois que beaucoup de gens le savent aujourd'hui, il y a un mammographe encore impacté à s'y déposer. Parce que il nous faut notre mammographe, parce que il y a 4 radiologues et gastriers, le mammographe ne tourne pas. Parce qu'il y a une panne quelque part que quelqu'un n'a pas pu... et toute cette angoisse, et toute cette croyance que nous voulons implanter dans la tête des gens, des femmes, et surtout de leurs maris, si je pense pour la majorité des mariés, j'espère qu'au moins les maris sont aussi conscients, sinon plus, que les femmes, de cette histoire-là,
stratégiquement et politiquement, je crois que dans un pays comme la Tunisie, qui quand même, par rapport au Maroc et à la Tunisie et à Maroc et à l'Algérie, on a un avantage d'être petit et les distances. Au moins, quand on dit à quelqu'un d'aller à Tunis, raconter cette histoire-là à la dame qui est à Damas, qui doit prendre l'avion pour aller à Alger, pour faire ci, etc. Donc, tout ce que vous avez dit est excellent, formidable, mais il reste, c'est scientifique, très bien fait sur le plan scientifique. Moi, je digère tout ça dans vos dernières plaques, le blanc cancer. Femme à risque ou pas femme à risque, pour moi, toute femme qui vient dans une consultation, quel que soit l'objet pour lequel elle vient, on doit pouvoir examiner ses seins correctement. Et je lance ça particulièrement par rapport à notre expérience tunisienne. Les sages-femmes ont beaucoup fait pour la santé de la reproduction. Les sages-femmes sont implantées un peu partout, elles sont beaucoup plus intimes avec les femmes. Et si on investissait dans ça et qu'on puisse ramener la taille moyenne de 4 à 2 sur une période donnée, puis on verra l'histoire d'aller un peu plus loin pour aller avec tous les problèmes de prise en charge qui doivent être réglés préalablement quand on parle de ça, parce que c'est criminel aussi de ramener une dame une fois par semaine ou 2 fois par semaine de Indra à Salah Aziz pour faire de la chimiothérapie. Excusez-moi, bon, c'est tuniso-tunisien. Indra, c'est le nord-ouest de la Tunisie et Salah Aziz, c'est l'Institut du cancer à Tunis. Donc avec la distance et les dépenses encourues que personne ne prend en charge. Excusez-moi d'avoir été long. Bon, moi je vais surtout discuter un peu la question du dépistage par rapport au cancer lui-même. Parce que le problème qui est posé, c'est qu'on dépiste un problème qui, avec des techniques qui peuvent être spécifiques, sensibles et suffisamment spécifiques. Mais le problème, parce que ce n'est pas le cas par rapport à d'autres approches, par rapport à d'autres techniques de dépistage, mais le problème qui est posé, c'est ce que j'ai compris, en tout cas je ne suis pas spécialiste, mais je me rappelle certaines notions que j'avais apprises avant et que confirmées par Jean-Claude. Le problème, c'est que nous dépistons quelque chose qui, à un stade tellement précoce, que nous savons que c'est positif, mais que ce positif peut ne pas devenir une maladie cancéreuse, qu'il peut en réalité être réversible. Et que ceux qui sont réversibles sont plus nombreux parmi les petits cancers que ceux qui vont devenir maladies. Donc nous sommes en train de dépister un problème et mettre la tête dans les gens qu'ils sont malades, alors qu'en réalité, beaucoup plus nombreux parmi eux ne seront pas malades du cancer, même s'ils ont un cancer in situ. Eh bien, il faut connaître la physiopathologie du cancer pour comprendre cela. Évidemment, le politique ne va jamais comprendre cela, mais les techniciens qui sont suffisamment ouverts et qui comprennent entre eux, ils sont capables d'expliquer aux politiques. Mais si tu vas aux politiques toi-même confus dans ta tête, ben c'est foutu, c'est perdu d'avance. C'est l'anxiété partout et en plus, comme le dit Ed, tu n'as pas la réponse. Tu as développé des angoisses et des attentes et des demandes considérables pour lesquelles tu n'as pas la réponse et en plus les réponses vont être pour beaucoup d'entre eux de fausses réponses. Pire encore, certains cancers, et on le sait maintenant, moi je ne suis pas spécialiste de cancer, mais j'ai commencé à apprendre des choses, c'est que certains cancers, effectivement, même s'ils sont relativement présents, évoluent tellement lentement, notamment ceux de la prostate chez les personnes âgées, que les gens maintenant commencent à dire « Ah oui, mieux vaut ne pas intervenir parce qu'intervenir va aggraver et on va créer des handicaps indiscutables. » Et donc là aussi c'est un problème. Donc en réalité, dépister, n'est pas dépister ou ne pas dépister, c'est mesurer tout ça et mettre ça dans son contexte. Donc je pense que c'est sa dimension qu'il faut prendre en compte. Rida. Merci. D'abord juste, on sait bien que le cancer de sein, soit en Tunisie ou dans le monde entier, c'est une maladie qui est très bien connue.
actuellement. Comme vous l'avez bien dit, c'est une maladie avec une histoire très longue, donc, ça prête bien donc, au dépistage, aux préventions, etc. Le problème, c'est qu'en Tunisie, actuellement, on connaît la maladie, on connaît très bien la maladie, on connaît sa gravité. C'est une maladie qui tue beaucoup de femmes, et des femmes de plus en plus jeunes, malheureusement. Mais le problème, c'est qu'est-ce que nous sommes en train de faire? La question que se pose, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? D'abord, il y a deux choses. Est-ce que nous avons en Tunisie actuellement une instance, ou bien une organisation, ou bien un ministère, ou bien tout ce que vous voulez, qui pilote d'abord cette problématique de prévention et de dépistage et de lutte contre le cancer du sein? Parce que je ne sais pas jusqu'à maintenant, est-ce que c'est le ministère de la Santé qui doit faire ça? Actuellement, il y a aussi, ce sont les gynécologues qui parlent beaucoup de cancer du sein et qui sont en train de prendre en charge donc, les femmes à tête de cancer du sein. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire en première ligne? Quelques petites expériences qui ont été faites, comme celle de Nabel ou celle de l'Ariana, mais c'est avéré que ce sont des expériences qui commencent bien avec beaucoup de motivation et qui fléchissent rapidement et sans lendemain. Donc ça, c'est aussi parce qu'il n'y a pas une continuité dans cette stratégie ou bien dans cette vision. Et d'autre part, qu'est-ce que nous sommes en train de faire aussi en matière de prévention? Parce qu'actuellement, l'OMS, elle préconise la prévention comme un élément ou bien comme un facteur déterminant de lutte contre le cancer du sein. Et je crois que l'OMS est en train de réaliser une étude dans 10 pays actuellement pour démontrer que la prévention, et surtout, il faut intégrer le cancer du sein comme une maladie non transmissible. Donc ce sont les mêmes facteurs qui vont, sur lesquels on peut agir pour réduire donc, les maladies non transmissibles comme donc, les problèmes cardiaques, etc. Donc elles peuvent aussi jouer un rôle important dans la lutte contre le cancer du sein à long terme. L'exercice physique, l'alimentation, donc l'arrêt de tabac, de l'alcool, etc. Ça c'est une partie. Mais l'autre partie, c'est la prévention par le dépistage, ou bien surtout par le diagnostic précoce. Si le dépistage n'est pas possible actuellement en Tunisie, qu'est-ce que nous sommes en train de faire en matière de diagnostic précoce? Nous avons plus que 10 000 médecins en santé publique. Est-ce que les médecins actuellement de santé publique en Tunisie savent palper convenablement le sein d'une femme? Est-ce qu'ils ont au moins l'intention de faire ça volontairement et spontanément pour dépister ou bien pour détecter quelque chose dans le sein d'une femme? Donc je crois aussi que ça c'est un grand problème. Nous avons beaucoup de médecins, nous avons beaucoup de centres de santé de base, nous avons tous les moyens possibles en matière d'infrastructure et en matière de personnel, mais on n'est pas en train de faire ça. Ça, je crois, c'est un maillon de chaîne qui est très important et c'est un maillon de chaîne qui est très faible actuellement. Donc, avec des moyens très simples, c'est très simple juste de former des médecins, comme on l'a fait à Nabel, on peut former quelques pôles de médecins, un ensemble de médecins, pas tous les médecins, et on peut avoir des médecins référents, mais en même temps, il faut aussi coupler tout ça avec au moins un pôle de radiologie quelque part, soit régional, soit même interrégional, mais qui doit être lié complètement à ce type de programme. Donc je crois que les moyens ne sont pas difficiles. Détecter une tumeur de sein à 2 cm, c'est très important parce qu'on peut traiter cette tumeur et la femme elle peut guérir presque à 100%. C'est Mohamed, la dernière question. Ah. Je voulais juste poser une question parce que vous nous avez dit entre 3 mm et vous avez dit 3 mm, 1 cm et puisqu'on trouve ici 4 cm. Si on dépiste à, comme il vient de dire, donc si on dépiste à 1 cm, est-ce qu'on a une idée de qu'est-ce qu'on gagne réellement à dépister à 3 mm par rapport au dépistage à 1 cm du processus? D'autant plus que comme vient de le dire Abdelwahid, moi aussi je ne suis pas un spécialiste du cancer du sein, d'autant plus que pas mal de processus in situ n'évolueront pas ou alors évolueront très très lentement. Autrement dit, très simplement, revenir comme il dit, parce que j'ai entendu aussi dire, alors on ne va rien faire, mais la palpation et l'autopalpation qui est recommandée dans le plan cancer, ce n'est pas rien faire. C'est faire de la clinique simple que normalement tous les étudiants
étudiants en médecine ont dû apprendre à faire et doivent faire systématiquement quand ils sont en exercice. S'ils prennent le temps d'examiner, s'ils ne sont pas piqués par une activité complémentaire officielle ou pas officielle, informelle, etc., s'ils viennent à l'heure et qu'ils finissent à l'heure. Je crois qu'il y a ça, c'est-à-dire c'est une affaire d'organisation du système de santé et notamment du système de santé public. Voilà. Merci. Alors, on va donner la parole donc, aux intervenants et on prendra un autre tour de questions. Oui, Jean-Claude et... Bon. Répondez au doigt. Simplement, je vais répondre. C'est vrai que vous avez dit. C'est vrai qu'on arrive actuellement à dépister des tumeurs de 3 mm. Tout simplement, je peux dire que la survie à 5 ans des femmes atteintes de tumeurs de moins de 5 cm, enfin des tumeurs T2. T2, donc c'est un peu plus. Est à quand même à 82% des cas. Je crois que pour ces 82% des cas, il faut lutter. C'est vrai qu'il y a toute une stratégie à faire. Je crois qu'on a les moyens réellement humains, on peut le faire. Mais simplement, il faut de la volonté. Je crois que c'est ce qui nous manque quelque part. Là, vous avez soulevé le problème de Goff, ça je peux vous répondre très facilement. J'ai vu la dernière, j'ai à peu près 2400 mammographies, j'ai à peu près 3,1% de cancer. Mais là, le problème de Goff, c'est différent. Parce qu'en même temps, je fais du dépistage, je fais en même temps de diagnostic, parce que dans le même temps, je complète. Quand il y a quelque chose, je la ramène avec moi. Donc, parce que là, je n'ai pas pistolet, je ne peux pas faire une microbiopsie. Mais quand même, ça permet à beaucoup de femmes d'être vues. On a vu quand même beaucoup de mastropathie bénigne, donc ça c'est quand même un acquis. Les femmes viennent. Mais simplement, pour le problème de Goff, je vous dirais, c'est la tranche d'âge. Parce qu'il m'est arrivé de voir des femmes très jeunes. En fait, c'est le tout venant. Parce que là, je rends un hommage aux sages-femmes de la région de Gafsa qui ont fait un travail extraordinaire. C'est vrai qu'on accepte toute femme qui se présente, même si elle a 18 ans, qu'elle a une boule. On fait beaucoup de jeunes filles, donc c'est uniquement des mammographies que je fais, des échographies mammaires que je fais. C'est vrai que là, vous avez parlé du mammographe de Gastrine, du mammographe de Sidibousit, qui encore, je pense que dans un avenir proche, ils vont être tous les deux fonctionnels. Parce que je crois que quelque part, on est quand même conscient de la responsabilité que nous avons envers la société, envers la communauté, surtout la communauté féminine. Et je crois qu'il y a une volonté d'aller dans les régions de l'intérieur, parce que ce qui a été fait à Gaffe, ça peut être fait par. Il y a quand même pas mal de radiologues qui sont compétents. Il n'y a pas beaucoup de désolé, on a le problème. Là, on va essayer avec la faculté du sciences. Je vous promets, moi, je vous promets que ça va être incessant. Nous sommes tous conscients de ce que paye la femme tunisienne pour le cancer du sein, parce que là, ça atteint des femmes de plus en plus jeunes avec une survie très mauvaise. J'ai pas ici, je crois que nous alentours de 3,8%. Le travail qui a été fait par Sfin Ben Ahmed ici, service de carcinologie. Mais simplement, c'est vrai que l'infrastructure existe, elle existe. Et là, comme je l'ai dit, il faut ouvrir sur le secteur privé. Il y a pas mal de radiologues installés dans ces régions. Ils doivent quand même pouvoir être à même de faire le dépistage du cancer du sein. Je crois que si on élargit le parc au privé, le parc des radiologues au privé, je crois qu'on peut faire quelque chose. Bien sûr, je suis pour l'examen clinique des seins, je suis pour, mais comme le plan cancer l'a prévoit des femmes de 30 ans, il faut quand même faire attention à la pathologie bénigne qui est la plus fréquente. Donc on va avoir quelque part un surdiagnostic, beaucoup de SR3, si vous voulez. Et ces SR3, il faut les prendre en charge. Moi, je vous dirais actuellement, j'ai parlé des femmes à risque, ce sont les femmes qui ont des mutations génétiques, qui ont un syndrome de liphomélie, autre chose, ou qui ont une irradiation dans le jeune âge au niveau de l'apparatus thoracique. Ces femmes-là, moi, je crois que c'est vrai qu'on commence à 30 ans ou 5 ans avant la date du premier cancer dans la famille, parce qu'en fait, c'est les familles du cancer du sein, il y en a quelques-unes. Moi, maintenant, les recommandations internationales, c'est soit mammographie, soit IRM. Il y a maintenant la technique émergente, c'est le PET scan. Donc, mais le PET scan, c'est la PET scan 18 fluorodéoxyglucose. Il est actuellement préconisé. Bon, il y a quelques études de par le monde, et je vais vous dire, je vais vous étonner, même si on fait des IRM, je vais vous dire un peu des IRM, les femmes à qui on a fait des IRM en préopératoire pour cancer du sein, elles ont peut-être moins de survie, mais la dernière recommandation du NINCA 2013, qu'est-ce qu'ils ont dit? Elles ont une meilleure,
elles ont très peu de récidives locales, si vous voulez, mais en termes de survie, ça n'a pas encore été établi. Qu'on fasse une INA ou un préopératoire en poste, c'est pratiquement, en termes de survie, c'est la même chose. Donc je crois qu'il faut un tout petit peu regarder les recommandations qui ont été sorties de l'INCA, de l'Institut national français du cancer 2013. Je crois que là, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Il faut quand même maintenir la mammographie pour le dépistage catégoriel, pourquoi pas, individuel, oui. Et là, en Tunisie, nous avons baissé l'âge jusqu'à 40 ans parce qu'il y a quand même pas mal de cancers jeunes. Et là, on ne sait pas pourquoi. Réellement, je ne suis pas capable de vous répondre. Mais moi, la plus jeune que j'ai vue, elle avait 18 ans, 4 mois. Donc, toute l'angoisse, c'est toute la... Je ne sais pas, c'est tout l'avenir de cette jeune qui est mis en cause. Jean-Claude ? Pour ce qui concerne les problèmes particuliers des populations féminines, des populations... Pardon. Là, ça marche. Voilà. Pour ce qui concerne les populations féminines des pays maghrébins, ma compétence est nulle. D'accord? Donc je n'ai aucune réponse pour une question spécifique, ni pour ce qui concerne les risques éventuellement différents, qui ferait que la maladie aurait une histoire naturelle différente pour une partie des femmes maghrébines par rapport aux femmes des autres pays. Ça, je ne sais pas si c'est le cas ou pas. Je n'ai rien à dire, je n'ai aucune vérité infuse. Je voudrais simplement reprendre sur deux points. L'un qui concerne les questions que vous avez posées. Mais qu'est-ce qu'on va dire aux politiques qui peuvent décider finalement de la politique de lutte contre le cancer et en particulier de l'opportunité ou pas de faire du dépistage systématique? Qu'est-ce qu'on doit leur dire? Qu'est-ce qu'ils vont comprendre? Eh bien, je pense qu'il faut simplement que ces discussions, ou des gens qui disent qu'il faut continuer et amplifier, comme c'est mon cas, ou des gens qui disent au contraire qu'il faut cesser de faire le dépistage, soient mis en présence l'un de l'autre, et qu'ils alignent des arguments. Les hommes politiques sont des hommes comme d'autres, des hommes et femmes sont des hommes comme d'autres gens, ils sont capables de raisonner. Enfin, je crois, dans certaines circonstances favorables. Alors, mettons-les dans ces circonstances et laissons-les comprendre de quoi il est question. Et de voir comment les arguments sont présentés, comment ils sont soutenus ou réfutés. Bon, je ne prétends pas, moi, que je sais d'avance quelle est l'excellente réponse. J'ai mon opinion sur ce sujet, et je dis simplement, j'ai essayé d'aligner les arguments, et je dis, n'est une attitude rigoureuse et scientifique que de considérer les arguments dans la mesure où ils sont réfutables. S'ils sont réfutables, pouvez-vous les réfuter? Je parle des biens, mais je parle aussi des arguments opposés. Je ne prétends pas qu'on doit faire une problématique qui soit celle que j'ai présentée à l'exclusion des autres. Je dis simplement, il faut que ceci soit confronté avec le maximum de sérénité et de clarté. J'ai constaté, non pas ici, parce que ici, mais en France, que quand les interlocuteurs ont été des responsables, j'ai été voir des gens responsables au niveau qui me paraissait le plus élevé, des responsables de plan cancer, des responsables de Ligue contre le cancer. Il se trouve que pour des raisons de mon âge, mon parcours, on fait que j'ai croisé ces gens, je les connais, on se tutoie, on se connaît depuis longtemps, etc. Pas pour autant que je les ai convaincus. Et ce que je souhaitais leur dire, c'est pas j'ai raison, je sais. C'est ouvrez le débat, faites-le éventuellement dans une atmosphère discrète. Si vous craignez qu'un débat trop rapidement public devienne passionnel, devienne fondé sur les sentiments, les émotions, etc. Moi, j'accepte volontiers qu'on ne peut pas faire n'importe comment. Il va prendre des précautions. Et que de surcroît, quand on dit au capitaine du navire il faut faire un virage à 180 degrés, ça ne peut pas toujours se faire du jour au lendemain. Mais rappelons-nous quand même qu'il ne faut pas désespérer. Les traitements hormonaux systématiques prescrits aux femmes ménopausées, c'était une vérité établie. Et il n'a pas fallu très longtemps pour que
cette vérité soit retournée complètement. Il n'a pas fallu très longtemps non plus pour que le dépistage systématique par le dosage des PSA chez les hommes soit retourné complètement. Donc ne soyons pas désespérés. Si c'est une bonne cause, il ne faut pas s'arrêter à « mais qu'allons-nous dire à la population ?» Qu'allons-nous dire? Bon, la population, vous savez, elle est, et c'est dommage, manipulée par les instruments d'information. Alors il s'agit de donner des informations qui en particulier reposent sur cette confrontation d'arguments et de raisons, et pas sur l'émotion. Vous nous dites, si les résultats concernant les dépistages ne sont pas aussi bons qu'ils devraient être, c'est parce qu'on n'a pas été à fond dans la méthode. Et vous dites, il faut accélérer, intensifier. Bon. Je vous réponds, peut-être. Vous avez peut-être raison, je n'en sais rien. Mais nous avons, concernant les problèmes de cette nature, une certaine expérience. Et la réponse, dans les cas où il y a une controverse, c'est de dire on va faire une randomisation. Et c'est au fil du temps, à travers les séries de dépistage faites dans différents pays, que sont apparus des résultats fondés sur une randomisation non contestée, non contestable. Ça a mis du temps parce que c'est difficile, c'est coûteux, ça nécessite un gros investissement personnel. Mais, pardon, la randomisation. Les études suédoises sont basées sur une randomisation. Mais il y en a eu. Et plus il y en a, et plus elles sont exigeantes, plus elles vont dans le sens que j'indiquais, c'est-à-dire que le dépistage ne doit pas être poursuivi. Mais il est possible que je me trompe, il est possible que la dernière randomisation, si on se fie simplement à la chronologie des choses, le dernier travail qui entraîne plutôt ma conviction, et pas seulement la mienne ça n'a pas beaucoup d'importance, je ne suis pas décisionnaire, mais qui entraîne plutôt la conviction, et si on se fie à la littérature de qualité, c'est le résultat de l'expérience canadienne qui vient d'être publiée il y a un mois, 2 mois, 3 mois, je ne sais plus, c'est récent, et qui dit qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas de dépistage, la mortalité reste la même. Bon, et on a une opération qui se solde par des surdiagnostics avec des effets défavorables dus à des surtraitements. Bon, alors, le dernier qui a parlé n'a pas nécessairement raison, mais quand il a accumulé des données convaincantes, je suis sensible. Merci. Il y a Jamila et Merci pour vos interventions. J'ai une seule question, et là, permettez-moi de porter la casquette de femme, parce que là, on est concerné de près par cette situation. Et je me pose la question aussi à l'assistance concernant cette communication autour du cancer de l'utérus, l'utilisation des médias, des témoignages au niveau de télé, et puis du fait que finalement la mammographie est devenue un besoin exprimé non plus par le médecin, mais par la population elle-même, parce que chaque fois les femmes, je donnerai l'exemple de mon entourage, de ma société, là maintenant les femmes commencent à appeler leur médecin pour dire j'ai besoin de faire la mammographie parce que ça fait 2 ans que je n'ai pas fait cette mammographie. Est-ce que c'est cette médiatisation qui a rendu la situation ainsi? Et pourquoi pas dans d'autres domaines tels que la mortalité maternelle où on parlait de grossesse à risque? Pourquoi pas des témoignages au niveau des télés pour voir des femmes qui ont été sauvées? Pourquoi pas des témoignages au niveau de la télé et l'utilisation de cet outil pour dire à la population, les services de santé et les hommes et les femmes du ministère, pas du système de santé, font beaucoup pour sauver cette femme ailleurs autre que le cancer et pourquoi uniquement le cancer. C'est juste pour enchaîner sur le point qui a été évoqué par Heidi concernant le rôle important des sages-femmes dans la lutte contre le cancer du sein. Je pense qu'elles ont un rôle fondamental et je demanderai à Madame la sage-femme, est-ce qu'elles ont fait un travail d'éducation sanitaire
pour apprendre aux femmes justement de faire l'autopalpation, parce que de nombreuses études ont montré que ceci peut être extrêmement efficace. Le deuxième élément, c'est le rôle de la société civile, parce qu'effectivement, les associations de la société civile peuvent apporter énormément beaucoup d'apports, notamment en matière de plaidoyer, mais aussi de services. Nous avons l'exemple au Maroc, où l'association Nandasaba a fait des avancées énormes dans le cadre de la lutte contre le cancer. Donc je pense que c'est quelque chose à méditer, parce que d'autant plus que maintenant, la société civile tunisienne commence à se développer et à avoir un rôle important. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer cela. Et j'ai une question à Mme Bakir concernant les coûts qui ont été avancés, les coûts militaires pour Asfax. Je les trouve assez élevés. Alors, quels sont les éléments du coût qui font que ceci est assez élevé, et est-ce qu'il y a des moyens de les abaisser éventuellement? Alors, En fait, ma question concerne le coût aussi, d'après ce qui a été présenté dans un cas de dépistage détecté, ça coûte, un cancer détecté, ça coûte à peu près 6 140 dinars. Donc, peut-on considérer le problème du coût est un handicap pour aboutir à un dépistage efficace, et aussi serait-il utile d'investir aux opérations de dépistage tout en impliquant d'autres partenaires tels que la sécurité sociale ou bien des industriels pharmaceutiques ou bien des laboratoires, dans une logique de rationaliser et maîtriser les dépenses en matière de cancer du sein. alors la dernière intervention, Romain. Je ne fais pas la dernière, mais je voulais juste dire, compte tenu du temps, on va être limité à quelques, comme il avait dit Jean-Claude, schémas. Premièrement, c'est un sujet sensible. Depuis 1960, le sujet du cancer a été mis sur l'arène mondiale sur des bases extrêmement élaborées par les Américains, Nixon en tête. C'est un sujet où il y a de l'émotion, il y a des enjeux, les femmes sont là. Naturellement, c'est pas facile. On ne peut pas parler de la même chose avec les mêmes gens. La question de la stratégie, la question du dépistage, ce n'est pas l'affaire des radiologues, c'est encore moins l'affaire des femmes, même s'il faut qu'elles donnent leur avis. Il faut qu'il y ait des instances et qu'un débat soit organisé. On mélange tous les gens pour manipuler toutes les parties. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, maintenant en France, il est impossible de parler sereinement de la question de la stratégie de dépistage du cancer du sein. On a tellement mobilisé les femmes que le mouvement féministe le plus avancé, il défend les intérêts des intérêts les plus étroits, malgré elles, parce qu'elles ont raison de se préoccuper. Donc c'est un sujet sensible, difficile, etc. Le deuxième point, c'est que on ne peut pas mettre en cause la nécessité du dépistage de n'importe quel cancer. À plus forte raison, un cancer dont la fréquence et le pronostic est aussi élevé et sévère. Il n'y a pas de doute. Mais on ne va pas ramener le débat sur le dépistage et la stratégie du dépistage au choix qui a été fait du programme organisé, systématique, fondé sur le test de la mammographie. Vous voyez ce que je veux dire? On discute dépistage. Par exemple, pourquoi on ne discute pas du dépistage des femmes à risque? Ça, il n'y a pas de programme organisé. Il y a pourtant maintenant des données probantes d'un point de vue génétique et d'un point de vue sociologique. Il y a des lignées à risque. Il n'y a pas de programme spécifique de prise en charge. Il y a une consultation qui a été montée à Alger qui s'appelle Oncogénétique qui prend. Et j'imagine qu'il y a la même chose en Tunisie. Troisième point, je ne reviens pas dessus, ça c'est évident. Hein. Même la France a mis du temps à orchestrer et à monter en charge le programme systématique, organisé de dépistage. S'il n'y a pas de prise en charge, il est irresponsable de vouloir encore plus mettre à nu des cancers supposés ou réels, alors qu'on n'a pas les capacités de la prise en charge. C'est quand même pas très responsable. Et ça, la responsabilité première, il faut faire attention du côté des médias, des lobbies d'intérêts étrangers, et puis de la pression des couches supérieures par rapport à l'intérêt national. C'est-à-dire que celles qui peuvent et qui ont les moyens, elles ne peuvent pas imposer un choix d'intérêt national pour des questions qui ne sont pas dans l'intérêt général et les moyens du pays.
Quatrième point, la mortalité par cancer, la mortalité spécifique par cancer du sein a baissé dans les pays occidentaux. C'est prouvé. Vous pouvez me le croire. D'accord? On pensait naïvement, jusqu'à 2009-2010, que c'était lié au moins en partie au dépistage. Ça y est, le débat a été clos. La baisse de mortalité spécifique par cancer du sein dans les pays occidentaux est reliée à la qualité de la prise en charge et des thérapeutiques. Basta. Et l'arrêt des traitements hormonaux. Et d'abord à la qualité de la prise en charge, même à l'Institut du cancer qui a été largement englué dans ces affaires-là, il a été obligé de reconnaître, c'est le dernier communiqué qu'ils ont fait. Donc le débat est clos. La mortalité à baisser, c'est une très bonne nouvelle. Tu mortais deux, donc c'est pour cela que la mortalité est de 82% à 5 ans. La mortalité. La survie à 5 ans est de 82%. Ça, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, une autre bonne nouvelle, la survie et de bonne qualité a augmenté. Là aussi, grâce à la prise en charge thérapeutique, et aucun gain n'a été montré au dépistage. Sauf dans certains cas, comparativement, on a montré par ailleurs des effets liés au surdiagnostic et au surtraitement, et l'Angleterre a fait une évaluation qui est redoutable. Alors, je n'ai pas rapporté mon expérience personnelle, il n'y a pas de dépistage. La seule chose que je vous dis, je crois qu'il faut ouvrir une seule chose, le dépistage individuel continué et catégoriel. Il faut pousser les femmes à faire quand même leur mammographie. Moi, je ne suis pas d'accord pour se limiter uniquement à l'examen clinique, parce que, comme je l'ai dit, d'abord, il faut d'abord sélectionner les femmes à risque. Donc tout ce qui est mutation génétique, là, c'est très important. Il faut aller les chercher, et il faut qu'il y ait des consultations d'oncogénétique, et là, c'est très clair. Et à partir d'un certain âge, toutes les femmes... Il ne faut pas les chercher. Parce qu'il y a un schéma corporel qui est imprégné là, sur les seins. C'est ça qui est le plus important. C'est le schéma que la femme a de son corps. Et le sein fait partie du corps féminin. En fait, toutes nos sages-femmes sont formées déjà avec ici une femme en éducation mensuelle. Puis c'est autre chose, c'est-à-dire qu'elle demande à la dame de passer une fois par an chez le médecin ou la sage-femme pour être examinée par l'auto-examen. L'auto-examen, c'est mensuel, c'est initial. Voilà. Puis je peux dire quelque chose aussi enfin. Donc en 2010, l'Institut national de santé a fait une enquête nationale pour voir un autre indicateur sur la mortalité maternelle. Bon, le seul indicateur était le 70% pour 100 000 naissances en 94. Donc elle a voulu avoir un autre indicateur. Et puis l'enquête a prouvé que la première cause de mortalité chez les jeunes femmes âgées de 15 à 42 était le cancer du sein, partout en Tunisie. La première cause de la mortalité maternelle. La première cause de mortalité chez les femmes. Même tout cancer confondu, c'était le sein qui vient en premier. Voilà. Par cancer, reste le cancer du sein. Non, je pense que c'est un débat passionnant et qui remet aussi d'abord, nous, en tant que médecins, j'ai entendu ce matin et je vais toujours le répéter, qu'on va être d'abord des cliniciens et savoir vraiment examiner les femmes, ne pas rater une occasion pour examiner les femmes. Mais aussi, il faut qu'on repose la question de l'utilité aussi des